Né le 12 décembre 1915 à Hoboken, une petite ville industrielle du New Jersey, Francis Albert Sinatra, dit Frank Sinatra, est le fils unique d'un couple d'immigrés italiens. Son père, Anthony Martin Sinatra, ancien boxeur reconverti pompier, était un homme discret, travailleur, dont les origines siciliennes renforçaient de l'aura de rigueur. Sa mère, Natalina Dolly Garaventa, originaire de Ligurie, était tout son opposé. Énergique, engagée en politique, sage-femme redoutée et influente dans la communauté locale. Elle voyait grand pour son fils et n'a jamais cessé de l'encourager à briller, quitte à être autoritaire. Frank est un enfant solitaire, souvent malade. Lors de sa naissance, il est si difficile à faire sortir que les médecins doivent utiliser des forceps, causant des cicatrices sur son oreille et sa joue, ainsi qu'un tympan perforé. Une blessure qui le marquera toute sa vie, aussi bien physiquement que psychologiquement. Complexé, sensible, souvent moqué par ses camarades pour ses origines et sa petite taille, il trouve refuge dans la musique. Très tôt, il développe une passion pour le jazz, les ballades romantiques et les chanteurs à la voix suave. Il écoute religieusement Bing Crosby, son idole, et s'exerce des heures durant à imiter son phrasé et sa justesse vocale. À la fin des années 1920, alors qu'il travaille comme livreur ou aide à la radio locale, il commence à chanter dans de petits bars et cafés, parfois payés en sandwich ou en pourboire. Sa voix séduit. À 20 ans, en 1935, il rejoint un groupe vocal amateur, The Hoboken Four, avec lequel il gagne un concours radiophonique populaire, Major Bowes Amateur Hour. Ce succès d'un soir lui ouvre les portes de modestes tournées et l'expose à un plus large public. Mais Frank veut plus. Il rêve de carrière solo, d'enregistrement, de célébrité. Sa première grande opportunité survient en 1939 lorsqu'il est repéré par le chef d'orchestre Harry James, un trompettiste de renom. Ce dernier l'engage comme chanteur dans son big band. Ensemble, ils enregistrent notamment All or Nothing at All. À l'époque, la chanson ne rencontre qu'un succès mitigé, mais elle sera rééditée avec triomphe quelques années plus tard, lorsque Sinatra sera devenu une star. Cette première collaboration permet surtout au jeune chanteur de gagner en confiance et de développer un style vocal unique. Une diction précise, une respiration maîtrisée, une capacité à parler en chantant qui deviendra sa marque de fabrique. En 1940, Frank Sinatra quitte Harry James pour intégrer l'orchestre prestigieux de Tommy Dorsey. C'est un tournant. Sous la direction exigeante du chef d'orchestre, Sinatra perfectionne sa technique. Il apprend à maîtriser le legato, cette capacité à lier les notes sans reprendre son souffle, et observe les instrumentistes pour adapter son chant à leurs nuances. Avec Dorsey, il enregistre plusieurs tubes, dont I'll Never Smile Again, qui devient son premier numéro 1 au Billboard. Le public succombe à cette voix à la fois douce et pénétrante, pleine de romantisme et de vulnérabilité. Rapidement, les fans, principalement des jeunes femmes surnommées les Bobby Soxers, se ruent à ses concerts, hurlent, pleurent, s'évanouissent. Nous sommes au début des années 1940 et l'Amérique est en guerre. La voix de Sinatra devient une bande-son de l'angoisse et de l'espérance, un baume pour les soldats et leurs fiancés. Il personnifie le jeune homme sensible, en quête d'amour et de réconfort dans un monde incertain. En 1942, fort de cette popularité naissante, Sinatra quitte Tommy Dorsey pour se lancer dans une carrière solo. C'est un pari risqué, mais les résultats sont fulgurants. Il signe avec Columbia Records et enchaîne les tubes Night and Day, You'll Never Know, Saturday Night is the Loneliest Night of the Week. Son timbre expressif, son articulation parfaite et sa manière d'habiter chaque parole bouleversent l'industrie. Il devient alors The Voice, la voix de toute une génération. Mais au-delà du talent vocal, Sinatra impose une nouvelle image de la star masculine. Fine cravate, costume soigné, regard ténébreux, charisme naturel, il est l'anti-Clark Gable, moins musclé, mais plus réel. Plus fragile aussi, son visage anguleux, ses pommettes saillantes et son regard bleu acier deviennent une icône. Les studios d'Hollywood flairent le potentiel et lui proposent des rôles au cinéma. Parallèlement, il multiplie les apparitions radiophoniques, se produit au Carnegie Hall, au Paramount Theater de New York et même devant Roosevelt. À moins de 30 ans, Sinatra est déjà une légende vivante. Mais cette ascension fulgurante ne se fait pas sans tension. Il est souvent critiqué par les conservateurs pour ses positions antifascistes, ses liens supposés avec les syndicats et, plus tard, ses relations ambiguës avec certains membres de la mafia italienne. Pourtant, rien ne semble pouvoir freiner son ascension. Il enregistre, tourne, séduit, s'engage. Dans les années 40, Frank Sinatra n'est plus un chanteur. Il est un phénomène social, une projection collective des espoirs et des chagrins d'une Amérique sur le fil du rasoir. Sa carrière, dès ses débuts, oscille entre le destin individuel et le souffle de l'histoire. Il incarne l'homme du peuple devenu étoile, sans jamais renier d'où il vient. Mais cette lumière éclatante annonce déjà les premiers orages. La gloire, comme souvent, est capricieuse.
Et pour Sinatra, les années suivantes seront aussi marquées par les revers, les scandales et une chute aussi brutale que sa montée fut prodigieuse. Le début des années 1950 marque une période noire pour Frank Sinatra. Sa popularité chute brutalement. Les goûts musicaux du public changent et la montée du rock'n'roll relègue les crooners à une époque déjà jugée dépassée. Dans les studios, on doute de sa rentabilité. À Hollywood, les offres se raréfient. Pire, sa voix s'abîme. À force de forcer, il subit une hémorragie des cordes vocales. Certains disent que The Voice est fini. En 1952, Columbia rompt son contrat. Dans la presse, on annonce sa retraite. À tout juste 37 ans, Sinatra semble déjà hors jeu. Mais Frank est un survivant. Fier, ambitieux, obstiné, il refuse de disparaître. Le salut viendra du cinéma. Déterminé à revenir sur le devant de la scène, il courtise les studios et parvient, contre toute attente, à décrocher le rôle du caporal Maggio dans From Here to Eternity, Tant qu'il y aura des hommes, un drame de guerre ambitieux signé Fred Zinnemann. Ce rôle, qu'il obtient avec insistance et sans cachet important, va changer sa vie. La performance de Sinatra est bouleversante, nerveuse, poignante, humaine. En 1954, il reçoit l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Le monde retient son souffle, celui qu'on croyait fini est désormais un comédien reconnu. Hollywood rouvre ses portes. On l'applaudit à nouveau, mais cette fois dans les salles obscures. Il joue ensuite dans Suddenly the Man with the Golden Arm, où il incarne un drogué en pleine rédemption, rôle qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, et bien sûr, Guys and Dolls aux côtés de Marlon Brando. Mais ce n'est pas seulement au cinéma que Sinatra revient. Sa carrière musicale renaît elle aussi de ses cendres. Signé par le label Capitol Records, il entame une série d'albums majeurs qui vont redéfinir le genre du crooning. Entouré de grands arrangeurs comme Nelson Riddle, Gordon Jenkins et Billy May, il enregistre des disques au style plus introspectif, mature, mélancolique. In the Wee Small Hours, 1955, une chef-d'œuvre, pose les bases de l'album concept, où les chansons forment un tout narratif et émotionnel, Sweet Songs for Swingin' Lovers, 1956, plus enjoué, qui renforce son statut de maître du swing orchestral. Frank Sinatra n'est plus le jeune homme lisse des années 40. Il est devenu le maître de l'interprétation adulte. Sa voix s'est faite plus grave, plus expressive. Il ne chante pas simplement, il vit chaque mot, chaque soupir. Il peut être brisé dans Angel Eyes, provocateur dans Come Fly With Me, désespéré dans Only the Lonely, ou souverain dans You Make Me Feel So Young. Son phrasé impeccable, sa capacité à manipuler le tempo et le silence, en font un instrument humain inégalé. C'est également à cette époque qu'il s'impose comme l'empereur de Las Vegas, avec ses compagnons du Rat-Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et Joey Bishop. Ils transforment le strip en théâtre de leur extravagance. Ensemble, ils enchaînent les concerts, les sketchs, les plaisanteries sur scène. Sinatra est la tête d'affiche, le patron, le magnétiseur. Le Sands Hotel devient son royaume. Il dicte les règles, charme les foules, fréquente les présidents et les gangsters. Cette époque est fastueuse, parfois sulfureuse. Les anecdotes circulent. On le dit violent, imprévisible, génial. Il fait fermer un restaurant pour un dîner improvisé. Il humilie un serveur avant de lui offrir une montre de luxe. Il insulte un journaliste, puis lui paye ses dettes. On le voit aux bras de Marilyn Monroe, puis à ceux d'Ava Gardner, la femme de sa vie, avec qui il vit une relation passionnelle et destructrice. Frank Sinatra incarne le glamour viril, le mélange de classe et de brutalité, de générosité et d'égocentrisme. Il est à la fois une idole et une énigme. Sa proximité avec la mafia, notamment avec des figures comme Sam Giancana, alimente les rumeurs. Le FBI le surveille. On l'accuse d'avoir des passe-droits, d'utiliser ses relations pour manipuler l'industrie du divertissement. Il nie tout, joue de son image de bad boy raffiné. Mais malgré les polémiques, rien ne semble freiner son essor. Les albums s'enchaînent, les tournées sont triomphales. En 1960, il fonde Reprise Records, son propre label, pour gagner son indépendance artistique. Il y accueille d'autres stars comme Dean Martin ou Jimi Hendrix. Il devient non seulement chanteur, mais producteur, décideur, capitaine de son destin. Dans le même temps, il se rapproche du pouvoir. Sa relation avec John Fitzgerald Kennedy devient un sujet national. Il chante pour sa campagne, organise des levées de fonds, l'accueille dans sa villa de Palm Springs. Il croit incarner l'union entre culture et politique. Mais lorsque Kennedy coupe les ponts à cause des pressions liées aux fréquentations mafieuses de Sinatra, ce dernier est anéanti. Il détruit même, dans un excès de rage, l'héliport qu'il avait fait construire spécialement pour le président. Malgré cette trahison personnelle, Frank ne cesse jamais d'avancer. Il enregistre des standards qui traversent les générations. Il devient une figure culturelle incontournable, un trait d'union entre l'Amérique d'avant et celle qui change. Son nom est synonyme de succès, de talent, de démesure. Alors que les années 60 s'achèvent, Sinatra semble au sommet de sa puissance. Mais l'âge avance, les tensions intérieures le rongent
Et bientôt, une première retraite s'annonce. Car même les légendes ont besoin, un jour, de se taire. À l'aube des années 1970, Frank Sinatra n'a plus rien à prouver. Il a triomphé sur tous les terrains, la musique, le cinéma, la scène, les affaires. Il a chanté l'amour, la mélancolie, le swing, les nuits blanches et les révoltes contenues. Il a été l'ami des présidents, l'amant des stars, l'idole des foules. Et pourtant, le doute l'envahit. La jeunesse américaine change de rythme. Le rock domine, le folk protestataire gronde, la soul enflamme les radios. Le crooner élégant en costume 3 pièces semble soudain figé dans un passé trop classique. Fatigué, fragilisé par des tensions personnelles et une pression constante, Sinatra annonce sa retraite en 1971. Le 13 juin, au Ahmanson Theatre de Los Angeles, il livre un dernier concert émouvant, comme un adieu volontaire. Il a 55 ans. À cet instant, il pense sincèrement tourner la page. Il rêve d'une vie plus paisible, loin des projecteurs, entouré de ses proches. Il veut vivre, tout simplement. Mais la scène lui manque, l'adrénaline des concerts, la chaleur du public, le frisson de la dernière note, tout cela est inscrit dans sa peau. 2 ans plus tard, il revient. Discrètement d'abord, puis avec force, il enregistre un nouvel album, All Blue Eyes Is Back, septembre 1973, qui sonne comme une déclaration d'intention. Le titre est clair, il est là, et il n'a rien perdu de sa magie. Mais ce retour ne convainc pas immédiatement la critique. La voix est plus voilée, l'énergie plus retenue, pourtant les fans sont fidèles, et surtout, une chanson va tout relancer. Theme from New York, New York, enregistré en 1980. Ce titre devient son hymne éternel, sa voix y est puissante, galvanisante, triomphale. À travers ses paroles de conquête urbaine et d'ambition démesurée, Sinatra incarne le rêve américain. Il ne chante plus seulement New York, il chante la lutte, l'orgueil, le droit de revenir après une chute. Le morceau est immédiatement adopté par les New-Yorkais, les sportifs, les politiciens, les rêveurs. Frank Sinatra devient à nouveau une figure centrale de la culture populaire. Malgré cela, les blessures s'accumulent. Les années 1980 sont ternies par des deuils et des conflits intimes. Sa mère, Dolly, meurt en 1977 dans un accident d'avion. Il est bouleversé. C'était son pilier, son inspiration. L'homme fort s'effondre en privé. Il sombre dans des accès de colère, d'insomnie, d'alcool. À cela s'ajoutent les tensions avec ses enfants, notamment Frank Jr., lui aussi musicien, qui peine à se faire un prénom dans l'ombre du géant. Tina et Nancy, ses filles, l'aiment profondément mais dénoncent parfois son caractère tyrannique. Côté sentimental, Frank s'est assagi. Après 3 mariages chaotiques, avec Nancy Barbato, Eva Gardner, l'amour de sa vie mais aussi la plus dévastatrice, et Mia Farrow, beaucoup plus jeune, mariage éclair, il trouve une certaine paix auprès de Barbara Marx, veuve de Zeppo Marx, qu'il épouse en 1976. Elle devient son ultime compagne, sa gestionnaire, son bouclier contre la vieillesse et les coups durs. Ensemble, ils mènent une vie luxueuse entre Beverly Hills, Palm Springs et Las Vegas. Mais l'homme est fatigué, ses tournées deviennent plus espacées. Sur scène, il oublie parfois les paroles, s'appuie sur un prompteur, sa voix se brise par moments. Mais son charisme, lui, ne s'éteint jamais. Il suffit qu'il entonne « My Way » et la salle se lève. Cette chanson, écrite sur la base d'un air français, comme d'habitude, et adaptée en anglais par Paul Anka, devient sa signature. Elle raconte tout. La gloire, les erreurs, la solitude, la fierté, la liberté. Il la chante comme un testament vivant. Le Frank Sinatra des années 80-90 est un homme double. D'un côté, une icône internationale, honoré, décoré, adulé. Il chante pour Ronald Reagan, il est invité chez Thatcher, il donne un concert privé pour Mikhaïl Gorbatchev. De l'autre, un vieillard inquiet, hanté par la disparition de ses amis du Rapac, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, tous emportés par la maladie ou l'oubli. Le cercle se rétrécit. Les journaux People évoquent des problèmes de mémoire, des troubles neurologiques, des absences. On parle de démence précoce. Mais Frank continue. Parce qu'il ne sait faire que ça. Parce que le silence lui fait peur. Il dit un jour, « Le jour où je ne pourrai plus chanter, je ne serai plus moi-même. » Et il tiendra parole. Jusqu'au bout, il donnera des concerts, parfois magnifiques, parfois bancals. Il accepte l'imperfection, mais refuse l'abandon. Pour ses fans, chaque apparition est un miracle. Pour lui, un combat. Et derrière cette résistance se cache un immense regret. Ne pas avoir su être un père apaisé, un mari constant, un homme simple. Mais il se console en se disant que ses chansons, elles, ont apporté du bonheur, qu'à défaut d'avoir tout réussi dans la vie privée, il a transmis de l'émotion, de la beauté, de l'intensité. Et c'est peut-être au fond ce qu'il a toujours recherché. À partir du milieu des années 1990, la santé de Frank Sinatra se dégrade visiblement. Le crooner au charisme inoxydable n'a plus la même prestance. Sur scène, il oublie les paroles, perd parfois l'équilibre, son regard se trouble. Les concerts deviennent plus rares, plus courts, parfois même annulés à la dernière minute.
L'homme qui incarnait la maîtrise absolue lutte désormais contre un corps qui le trahit. Le roi vacille, mais refuse de tomber. C'est dans l'intimité que se jouent désormais les scènes les plus poignantes de sa vie. À Beverly Hills ou dans sa résidence de Palm Springs, Sinatra vit reclus, protégé par sa femme Barbara, qui veille sur lui avec tendresse et fermeté. Il souffre de problèmes cardiovasculaires sévères, mais aussi de troubles neurologiques, symptômes précoces d'une démence vasculaire qui va lentement l'emporter. Les médecins parlent de perte de mémoire, de moments de confusion, d'épisodes de désorientation. Mais autour de lui, le clan Sinatra reste uni, discret, digne. Il est désormais entouré de peu de gens, quelques amis fidèles, ses enfants, en particulier Tina, qui gère avec dévouement sa carrière posthume, et bien sûr Barbara, sa dernière épouse. Le téléphone ne sonne plus aussi souvent. Les lumières de Vegas ont pâli. Hollywood, qui lui avait ouvert ses bras, ne l'invite plus. Les temps ont changé, et Frank le sait. Il l'accepte avec une forme de mélancolie tranquille. Dans ses rares confidences, il parle peu, mais avec des mots simples chargés de nostalgie. Il évoque Ava, ses anciens compagnons du Rapac, les nuits blanches dans les cabarets, les heures passées à enregistrer des dizaines de prises pour une seule note parfaite. L'un de ses derniers grands concerts publics a lieu en 1995 à Palm Desert. Il est alors âgé de 79 ans. Ce soir-là, l'émotion est palpable. Il monte sur scène, aidé, fragile, mais toujours élégant. Il entonne quelques titres, dont My Way et Strangers in the Night. Sa voix tremble, mais le public est debout, en larmes. Chacun sent que ce moment est unique, presque sacré. Frank chante moins avec sa gorge qu'avec sa mémoire, sa douleur, son âme. La presse, qui a souvent été dure avec lui, se fait plus indulgente. On le surnomme désormais Chairman of the Board, le patriarche de la musique américaine. Des hommages se multiplient. Un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière, une étoile à son nom à Hollywood, des documentaires retraçant son influence sur la culture mondiale. Le monde du jazz, de la pop, du cinéma, du théâtre, tous saluent celui qui a su donner une voix à l'émotion humaine la plus pure. Sa discographie est rééditée, remasterisée, ses anciens concerts télévisés sont diffusés en boucle. Mais ses hommages publics contrastent avec la réalité d'un homme usé, affaibli, presque silencieux. Frank Sinatra, qui fut si éloquent par le chant, se tait désormais. Il parle peu, souffre d'aphasie par moments, passe de longues heures à écouter la radio ou à contempler le jardin depuis sa chaise. Barbara raconte qu'il aime entendre encore les disques de Billie Holiday ou les opéras italiens de son enfance. Il pleure parfois, sans bruit, en entendant « I'll be seeing you ». Le 14 mai 1998, tout bascule. Sinatra est victime d'une grave crise cardiaque. Transporté en urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, il est pris en charge immédiatement. À son chevet, Barbara, ses enfants, quelques proches tautriers sur le volet, il est conscient, mais faible. Ses derniers mots, rapportés par sa femme, résonnent comme un aveu désarmant « I'm losing ». Je suis en train de perdre. Il meurt à 22h50. L'annonce est faite dans la nuit, et la nouvelle fait l'effet d'une onde de choc planétaire. Frank Sinatra est mort. L'Amérique est orpheline de sa voix, de son panache, de son insolence et de sa grâce. Le monde entier rend hommage à ce géant disparu. À New York, les taxis diffusent ses chansons en boucle. À Paris, les clubs de jazz organisent des soirées spéciales. À Las Vegas, tous les casinos éteignent leurs enseignes pendant 1 minute de silence. Ses funérailles sont organisées à Beverly Hills, dans l'intimité. Seule une poignée de personnalités triées sur le volet est autorisée à s'y rendre. Parmi elles, Tony Bennett, Quincy Jones, Liza Minnelli, Robert De Niro. Aucun discours fleuve, mais une cérémonie sobre, digne comme il l'aurait voulu. Il est enterré au Desert Memorial Park à Cathedral City, en Californie. Sur sa tombe, une simple épitaphe, « The best is yet to come ». Un message d'espoir posthume, un ultime sourire adressé à la postérité. Avec sa disparition, ce n'est pas seulement un homme qui s'éteint. C'est toute une époque qui s'efface avec lui. Celle des crooners, des orchestres à cordes, des projecteurs tamisés, des nuits au son du swing et des chœurs en feu. L'Amérique perd son plus grand interprète, mais le monde, lui, gagne une légende éternelle. Le 14 mai 1998, le rideau est tombé sur la vie de Frank Sinatra, mais la musique, elle, n'a jamais cessé de résonner. Depuis sa disparition, l'Amérique et le monde entier continuent de vibrer au son de sa voix. Chaque note, chaque inflexion, chaque souffle de ses chansons reste gravé dans la mémoire collective. Son héritage dépasse largement le cadre de la musique. Sinatra n'était pas seulement un crooner, il était une icône culturelle, un modèle de style, une figure du XXe siècle à la fois profondément américaine et universelle. Son influence se mesure à l'aune des générations d'artistes qu'il a inspirés.
Des chanteurs comme Michael Bublé, Harry Connick Jr., Robbie Williams ou même Lady Gaga ont revendiqué son empreinte dans leur art. Son phrasé inimitable, cette façon de jouer avec le silence, de ralentir une phrase pour en accentuer l'émotion ou de faire claquer un mot comme un point final sont étudiés dans les écoles de chant. Sinatra ne chantait pas les chansons, il les vivait, a résumé un critique du New York Times. Mais au-delà de la technique, c'est la vulnérabilité émotionnelle qu'il a incarnée qui reste son plus précieux héritage. Sinatra n'avait pas peur d'exprimer la solitude, le doute, l'échec, et ce, dans une époque qui valorisait la force masculine silencieuse. En cela, il a ouvert la voie à une nouvelle masculinité artistique, sensible, élégante, mélancolique, mais jamais faible. Il a chanté l'ivresse de l'amour comme le vide du lendemain, le vertige du succès comme la chute sans gloire. En cela, il reste proche, humain, intensément sincère. Dans les années qui ont suivi sa mort, ses albums ont été réédités, remasterisés, redécouverts. Des coffrets somptueux ont vu le jour, comme The Capitol Years, The Reprise Collection ou encore Sinatra, New York. Des documentaires comme Sinatra, All or Nothing at All, ont permis de retracer avec justesse le parcours de cet artiste unique, ses blessures, ses triomphes, ses zones d'ombre, même ses films ont connu une seconde vie. The Man with the Golden Arm, Ocean's 11 ou Pal Joey sont régulièrement diffusés sur les chaînes spécialisées et salués pour leur modernité discrète. Mais ce que les fans retiennent par-dessus tout, ce sont ses chansons éternelles. Fly Me to the Moon, joué lors des missions Apollo, Strangers in the Night, devenu hymne amoureux, My Way, chanté dans les mariages, les enterrements, les célébrations. Ces titres, et tant d'autres, traversent les générations. Il y a dans chaque foyer où résonne sa voix un fragment de Sinatra. Il est devenu le compagnon des instants précieux, le fond sonore des souvenirs heureux ou douloureux. Pour ses proches, l'héritage est plus intime, plus complexe. Son fils, Frank Jr., décédé en 2016, a longtemps porté le poids du nom. Il a dirigé l'orchestre de son père dans ses dernières années, mais a peiné à se libérer de l'ombre écrasante. Ses filles, Nancy et Tina, ont joué un rôle essentiel dans la préservation de son œuvre. Nancy, elle-même chanteuse à succès dans les années 60, a toujours revendiqué l'influence artistique et affective de son père, malgré les absences et les tensions. Tina, plus en retrait, est devenue la gardienne de l'image publique du crooner. C'est elle qui supervise les droits, les rééditions, les hommages. À travers elle, la légende Sinatra reste vivante et protégée. Son épouse, Barbara Sinatra, décédée en 2017, a quant à elle consacré ses dernières années à des causes philanthropiques. Elle a fondé un centre pour enfants victimes de violences, perpétuant ainsi un aspect méconnu de Frank. Son engagement silencieux, mais réel pour les plus vulnérables. Peu de gens savent qu'il a financé des hôpitaux, des écoles, des associations, souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. Cette générosité discrète fait aussi partie de son héritage. Et puis il y a l'image, ce look inoubliable. Le chapeau fedora, le costume sombre impeccablement taillé, les chaussures lustrées, la clope au bout des doigts, et ce sourire entre charme et défi. Il reste un modèle de style pour les nouvelles générations. Des marques de mode lui rendent hommage, des expositions photographiques mettent en valeur son élégance intemporelle. Frank Sinatra n'était pas seulement une voix, il était un art de vivre. Dans un monde où tout va plus vite, où la musique est souvent éphémère, où les émotions sont filtrées par des algorithmes, la figure de Sinatra prend une valeur presque sacrée. Il nous rappelle que l'art a besoin de temps, de douleurs digérées, de silences habités. Il nous rappelle que l'authenticité, la beauté imparfaite, la fragilité assumée ont plus de puissance que tous les artifices. Aujourd'hui, plus de 25 ans après sa disparition, Frank Sinatra continue de manquer. Il manque à la musique, bien sûr, mais aussi à l'idée que l'on se faisait du spectacle. Celle d'un artiste total, engagé, exigeant. Il manque à ceux qui ont grandi en l'écoutant, à ceux qui l'ont découvert tardivement, à ceux qui, un jour, ont entendu sa voix et se sont dit « Voilà ce que c'est que ressentir quelque chose ». Et c'est peut-être cela, le vrai miracle Sinatra. Avoir su transformer une voix en émotion universelle, une voix qui, même depuis l'au-delà, continue de chanter pour nous, dans nos joies, nos peines, nos silences. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée à la vie et à la mort de Frank Sinatra, une légende qui a marqué des générations entières par sa voix, son charisme et son histoire hors du commun. Si vous avez été touché par son parcours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains portraits de légende. Dites-nous en commentaire quelle chanson de Sinatra vous a le plus marqué ou ce que représente cet artiste pour vous. Votre avis compte beaucoup pour nous. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers des icônes intemporelles.